Bonjour et bienvenue à tous. Juste avant de commencer ce parcours sur les châteaux cathares et bien sûr sur le catharisme dont nous allons parler aussi, je voulais me présenter puisque c'est la première fois que j'apparais dans les webinaires d'Intermed. Je m'appelle donc Geneviève Furnémont. Je vous parle depuis Toulouse. Je suis guide conférencière de la ville de Toulouse depuis une trentaine d'années. Je donne des cours à l'université aussi et j'ai écrit plusieurs livres sur Toulouse, un roman policier qui se passe au XVIIe siècle et deux livres sur Toulouse au XXe siècle, un sur Toulouse Art Nouveau et un sur Toulouse Art Déco. Voilà, petite présentation. Je vais également vous préciser, pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de suivre ces conférences, vous savez que nous avons un chat et que vous pouvez poser des questions. Alors certains de mes collègues répondent aux questions en direct. Moi, je vais faire autrement. Je vais privilégier le parcours que nous allons partager ensemble. Et ensuite, à la fin, puisque nous aurons le temps, je répondrai bien sûr à vos questions. Ça permettra éventuellement d'éliminer certaines questions auxquelles je vais peut-être répondre dans le commentaire que je vais vous faire. Alors, vous avez sous les yeux, depuis quelques instants, en dehors de la petite fenêtre où je suis, vous avez sous les yeux une vue des châteaux de l'Astour dont nous allons parler. Je ne vais évidemment pas vous parler de tous les châteaux cathares, mais j'ai essayé de vous présenter ceux qui me paraissaient les plus symboliques ou les plus significatifs. On reviendra, bien sûr, à ce château de l'Astour. Nous allons aller faire un tour dans la citadelle de Pérepertuse aussi, et j'ai essayé de vous coupler tout cela avec des paysages. Nous sommes ici, par exemple, et si on imagine que nous étions montés là-haut, nous sommes ici au Pas de l'Ours, dans les Pyrénées, et nous voyons émerger du brouillard le Pog, le grand rocher sur lequel est posé Montségur, que vous devinez tout petit au bout de ce POG. Ce sont des images qui sont effectivement assez féeriques. Alors, quand on parle du catharisme, il faut aussi citer quelques historiens qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Et je vais commencer avec une historienne. Vous savez qu'hier, c'était la journée de la femme, alors on va peut-être la mettre en avant. Elle s'appelle Anne Brenon. Et elle a écrit ce qui, pour moi, sont les ouvrages les plus significatifs autour du catharisme, dont un qui s'appelle Le vrai visage du catharisme. Et je voudrais commencer en vous lisant juste un petit extrait de ce texte d'Anne Brenon. Elle fait la comparaison dans ce texte entre les cathares et l'homme du Moyen Âge en général. Et je vous lis ce petit extrait, laissez-vous aller, nous reviendrons sur des choses plus historiques et plus techniques après. Anne Brenon écrit ceci. L'homme du Moyen Âge chemine entre la grêle de la colère divine et la hantise du salut, sous l'angoisse de la damnation éternelle. Dans la forêt des symboles, des images et des chiffres qui lui sont repères du sacré sur cette terre, il s'avance en comptant ses pas. Il se dirige vers l'église de son village, encore et toujours, songe qu'au bout des mains du prêtre, le pain de l'Eucharistie se fera corps divin, que dans le tabernacle présent, rassurant, menaçant, son Dieu veille. L'homme médiéval, le chevalier, le laboureur, la veuve de l'artisan, la bergère ou le chanoine vit dans les mains et sous le regard de Dieu. Sauf le chrétien cathare. Il sourit, ironique un peu, des superstitions des croyants et des clercs de l'Église romaine et répond que Dieu n'a point à se préoccuper des inconséquences de ce bas monde dont Satan est le prince. Un autre historien a été très important aussi pour l'histoire du catharisme et c'est Michel Roquebert. Michel Roquebert nous a quittés il n'y a pas très longtemps, en juin 2020. C'est lui qui a écrit les 5 tomes de la grande somme de l'épopée des cathares et qui a imaginé l'expression citadelle du vertige.
quand nous arrivons sur les chemins qui nous mènent à ces châteaux, comme vous le voyez ici, et qu'on lève la tête vers ces châteaux construits à partir des rochers sur lesquels ils sont posés, l'appellation citadelle du vertige, elle est évidente. La première fois que Michel Roquebert a décidé de s'intéresser au château Cathar, nous sommes dans les années 60, 1960, et par exemple, il est allé à Peyrepertuse, et quand il a demandé à un paysan quel chemin il pouvait prendre pour aller jusqu'au château, le paysan lui a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez aller faire là? Il n'y a plus que quelques pierres. » Et effectivement, il y a 60 ans, ces citadelles du vertige n'intéressaient personne. Alors nous allons être accompagnés aujourd'hui d'une carte synthétique. Je vous l'ai faite la plus simple possible. Je vous parle donc de Toulouse, qui est sur la gauche, et vous avez la cité de Carcassonne au milieu. La cité de Carcassonne, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas la considérer effectivement comme un château cathare au sens strict du terme. Nous n'allons pas voir non plus tous les châteaux autour de Carcassonne. Je vous en ai pris quelques-uns qui vont être effectivement significatifs de ce que j'aimerais vous expliquer. Et on va commencer par le donjon ou le château d'Arc. À l'heure actuelle, il faut absolument se mettre dans la tête que rien, pratiquement rien de bâti n'a subsisté du temps des Cathares. Le donjon d'Arc est fait avec une tour maîtresse, que l'on voit ici de loin, une tour maîtresse qui correspond à une maison forte, et vous avez ici sur la carte l'emplacement d'Arc, légèrement au sud de Carcassonne. C'est une délicieuse place fortifiée, et autour de ce donjon, vous avez une enceinte d'une 50aine de mètres de côté. Les ouvertures que vous voyez, bien sûr, dans cette enceinte et dans la partie basse de la tour sont plus récentes. Le donjon d'Arc fait 25 mètres de haut, 3 étages. Il y a bien sûr un escalier à l'intérieur dans l'épaisseur du mur. Une quarantaine de soldats pouvaient s'y installer et défendre ce donjon. Vous voyez qu'il y a de nombreuses archères, ces ouvertures rectilignes à l'intérieur des fortifications. Si la partie supérieure du donjon d'Arc est récente, la base du donjon est du XIIe siècle. Dans tous les sites que nous associons au catharisme, c'est le seul qui a encore une base architecturale qui correspond vraiment à la période des Cathars. Les autres sont complètement différents. Alors la première image que je vous ai montrée, c'était l'Astour. Nous allons repartir vers l'Astour. Pourquoi l'Astour? Parce que ça va me permettre de poser aussi ce décor merveilleux. Et ça va surtout me permettre de vous montrer un site particulier. Là, on a 4 châteaux pour le prix d'un. Alors, ces 4 châteaux, on les voit ici d'un promontoire qui a été aménagé pour nous, pour les gens qui ont envie de voir le site de loin. Nous allons partir, si vous le voulez bien, de la droite. C'est le premier château que l'on voit quand on monte le site. Il s'appelle Quertigneux. Ensuite, il y en a un autre ici qui est très abîmé, qui s'appelle Sur d'Espine, sur l'épine. Vous avez ici la tour Régine. Ça vous donne déjà une indication sur le fait que ce n'est plus un château cathare, mais un château royal. Et on a au bout de la pointe le château de Cabaret. Sur cette photo, certains d'entre vous les ont remarqués, il y a aussi ces magnifiques arbres, ces peupliers qui vont venir effectivement corroborer l'aspect vertical du site. Ils ont été plantés il y a une centaine d'années. Ils font maintenant en quelque sorte un peu partie du patrimoine du château, des châteaux, mais au départ, bien sûr, ils n'existaient pas. Nous sommes ici à l'opposé d'Arc que vous venez de voir. On est reparti, et on va y rester avec Minerve aussi tout à l'heure, on est reparti
au nord de Carcassonne. Alors il faut bien sûr définir cette appellation de château cathare. Ce que nous appelons les châteaux cathares, si on veut prendre une image plus récente, c'est une sorte de ligne Maginot. C'est une ligne Maginot qui a été bâtie non pas par les cathares, mais par le roi de France, par Saint-Louis et bien évidemment au départ par Blanche de Castille. Quelques-uns de ces sites ont été occupés par les cathares. Si on veut être précis dans le vocabulaire, il faut parler non pas de château cathare, mais de site cathare. Ces sites cathares ont été rasés au moment où les régions du sud-ouest ont été rattachées à la couronne de France, et ce sont les rois de France qui ont reconstruit cette ligne Maginot qui est restée une frontière jusqu'au traité des Pyrénées au XVIIe siècle. Lastour, ça veut dire quoi? C'est très simple à comprendre puisque vous voyez que nous avons 4 châteaux pour le prix d'un, c'est l'Astor, les tours. Nous sommes sur un éperon rocheux à environ 300 mètres d'altitude au-dessus du village. Le site est découpé, c'est un petit peu difficile que vous vous en rendiez compte parce que les rivières sont souvent à sec. Le site est découpé en contrebas par 2 rivières, l'Orbiel et le Grésivou. Ici, nous sommes, par rapport aux vues que vous venez d'observer, nous sommes au niveau du dernier château de Cabaret. Nous regardons la tour Régine, qui est la mieux conservée, et vous avez dans le fond la ligne plus abîmée de Surdespine. Quant à Quirtigneux, il est légèrement en contrebas sur la droite, et de là, nous ne le voyons pas. Ces châteaux n'ont aucune structure commune, mais nous devons les envisager dans leur ensemble. Ici, vous voyez la tour Régine seule. Cet ensemble de forteresses a appartenu au XIIe et XIIIe siècle à Pierre-Roger de Cabaret. C'est le nom du territoire du Cabardès et les châteaux ont servi de verrou à ce Cabardès. Bien évidemment, Pierre-Roger de Cabaret est un des vassaux de Raymond-Roger Trencavel. Les Trencavel, vous le savez, ce sont des seigneurs de Carcassonne dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, mais les Trencavel sont liés à tous les sites que je vais vous présenter. En 1209, les châteaux de Lastour vont être assiégés par le responsable des croisés, Simon de Montfort. La plupart de la population des châteaux va se réfugier ici. Nous sommes à l'intérieur du dernier château de Cabaret. Vous distinguez dans le fond les grandes ogives qui permettaient de soutenir la structure et on devine sur le mur sur notre gauche et dans le fond, auprès de ces grandes ogives, on devine les trous de boulins, des échafaudages, des structures en bois qui permettaient de réaliser des étages pour la population qui habitait dans ces châteaux. Le site en 1209 va résister le plus longtemps possible, mais la libération va être négociée et le château va se rendre en 1211. C'est à partir de là, bien sûr, que les châteaux seront reconstruits. On a encore dans la tour Régine, que vous avez vue plusieurs fois et qui doit son nom, bien sûr, à la reine Blanche de Castille, donc ce n'est pas un château cathare, mettons chaque fois des guillemets. Chaque fois que je vais prononcer ce mot, j'aimerais que vous mettiez des guillemets, puisque nous avons pour la plupart des châteaux royaux. Nous sommes ici donc à l'intérieur de la tour Régine. Vous voyez cette magnifique croisée d'ogives. Les châteaux seront abandonnés après la croisade et puis au XVIe siècle, ils seront à nouveau réoccupés par les protestants. Et les protestants seront délogés des châteaux par le maréchal de Joyeuse en 1591. À cette époque-là,
À l'époque des châteaux, avant que les châteaux royaux ne soient reconstruits, il faut imaginer que dans la région, dans le sud de la France, le sud-ouest de la France, il y a 5 grandes régions avec les cathares, que l'on pourrait appeler des évêchés. Là aussi, mettez des guillemets. Il y a le Toulousain, il y a l'Albigeois, du nom de la croisade des Albigeois, il y a le Carcassès, l'Agenais et le Razès. Alors, si nous restons dans cette zone, nous pouvons aller jusqu'à Minerve. Là aussi, le site est assez prodigieux. Une roche sur laquelle on va construire une tour comme une chandelle. Vous voyez, nous ne sommes pas très loin de l'Astour, nous nous sommes rapprochés de Narbonne et de la route minervoise qui porte le même nom que Minerve et qui va tout doucement vers Montpellier. Cette tour, cette candela, puisque ça ressemble maintenant à une chandelle, on peut l'observer de deux côtés. Il y a le côté où on la voit effectivement vertigineuse. La candela de Minerve, c'est le reste d'un donjon, reconstruit lui aussi au XIIIe siècle. Quand on la voit, quand on arrive du village, on voit qu'elle est quand même enserrée, même maintenant, dans des maisons. Vous devinez dans le fond la petite église Saint-Étienne, qui est une église romane qui date du XIe siècle et qui, elle, est un vestige contemporain des cathares. Simon de Montfort va assiéger Minerve en 1210, après avoir pris l'Astour. Guillaume, le seigneur de Minerve, va capituler en juillet 1210. Si vous vous intéressez à ce sujet, vous allez souvent voir que les capitulations, elles se font en été, ce qui est logique. On a épuisé les ressources en eau, l'eau des citernes qu'il y a dans chacun de ces châteaux, et si pendant un été il ne pleut pas, on ne peut pas les reconstituer. Une des premières choses que font les assaillants, et Simon de Montfort ne s'en est pas privé à Minerve, c'est d'essayer de détruire ces réserves d'eau et d'envoyer des pierres à travers les engins de jet sur les puits et les citernes. Quand Minerve va se rendre, seuls ceux qui acceptaient de se soumettre à l'Église catholique ont pu sortir des lignes de fortification à côté de la candela subsistante. 140 personnes ont refusé de sortir et elles finiront sur le bûcher. Ce que je voudrais vous signaler aussi, par rapport au catharisme, c'est que dans les textes de l'Inquisition et dans les bûchers, nous avons la trace, en fait, de la présence très importante des femmes. À peu près 50% des personnes que l'on a interrogées dans les tribunaux de l'Inquisition, ce sont des femmes qui sont le cœur de la diffusion du catharisme parce que même quand elles sont isolées, ce sont elles qui font passer le message à leurs enfants. Et Michel Roquebert, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avait même imaginé ce terme de matriarche cathare parce qu'elles sont les éléments de diffusion de la religion. Allons faire un tour à Puylaurens. Puylaurens est aussi un château assez impressionnant. Quand on le voit ici, vous voyez de loin, il est aussi positionné sur un éperon rocheux dans un paysage qui reste vertigineux. Et cet éperon rocheux domine la vallée de la Boulzane. Dans la partie haute du château, nous sommes à 697 mètres d'altitude. Ici, nous verrouillons en quelque sorte une région qui s'appelle le Fenouillède, et puis Puylaurens est une des forteresses que l'on appelle un fils de Carcassonne. Il y a 5 fils de Carcassonne, Quéribus, nous les allons voir tout à l'heure, Pérepertus, on va en parler, Therme aussi, Aguilar, que j'ai laissé de côté aujourd'hui, et Puylaurens, où nous sommes. Alors au niveau de la carte, nous repartons de l'autre côté. Vous voyez qu'on se rapproche très fort ici avec Puylaurens, c'est celui qui est le plus au sud. On se rapproche véritablement de ce qui est la frontière avec l'Espagne à l'heure actuelle. Le premier châtelain de Puylaurens s'appelait Pierre
Catala. C'est un vassal aussi de Guillaume de Peyrepertuse. Après la croisade, le château de Puylaurens va devenir un refuge. Derrière cette magnifique ligne crénelée, il y avait effectivement ce que l'on appelait les parfaits et les parfaites cathares qui seront hébergés de 1245 à 1246. C'est une forteresse qui est mieux conservée et qui a été reconstruite avec plus de facilité parce qu'elle n'est jamais tombée aux mains de Simon de Montfort. Quand on s'approche, on voit très bien le système de construction. Sur ces éperons qui sont très difficiles d'accès, on construit des tours sans ouverture en prenant la pierre que l'on a à disposition. S'il y a bien quelque chose dont on ne manque pas sur ces éperons, c'est bien sûr de la pierre. Le château, donc, n'est jamais tombé aux mains de Simon de Montfort et ensuite, le château a été restauré et agrandi sous Saint-Louis. À l'intérieur, on voit les transformations qui ont été réalisées après 1250. Saint-Louis va se servir de ce château pour défendre le Languedoc contre les incursions espagnoles. Le scénario est toujours le même. Avant le traité des Pyrénées, ces châteaux sont la frontière, cette ligne Maginot dont je vous ai parlé tout à l'heure. À partir de là, des chemins de ronde, on peut effectivement tout surveiller et on peut là aussi protéger le site. Alors vous voyez le château dans la partie haute que vous venez de voir avec les murailles cernées de noir. On va essayer de comprendre comment tout cela fonctionne. Il y a bien sûr dans tout château de cette époque-là, que ce soit pendant l'occupation cathare ou après la reconstruction, un escalier d'accès. Cet escalier va nous amener à un premier système de défense, une barbacane. Une fois qu'on a passé la barbacane, qui est bien sûr protégée par des soldats, on arrive aux rampes d'accès qui nous mènent au logis principal, le donjon en général. Pour éviter que le site ne soit pris par un autre côté, il y a tout un ensemble de tours et de poternes. Vous voyez une tour au sud, il y a une tour au sud-est, le numéro 6, il y a des poternes au nord, le numéro 7. La poterne nord, numéro 7, elle permet de protéger le 8, la citerne. Vous avez compris que tout cela est essentiel à la survie. Et ensuite, dans ce qui est véritablement le château, on a le donjon entouré de murs et protégé lui aussi de différentes tours. Tout cela est un système extrêmement complexe avec des murs qui peuvent parfois faire plusieurs mètres d'épaisseur. La ligne crénelée, ici, date bien sûr du règne de Saint-Louis et on voit que l'intérieur du château est très vaste et qu'il pouvait contenir plusieurs dizaines de personnes. On vous indique aussi, mais je vous en ai parlé tout à l'heure, la hauteur du donjon, 697 mètres, dominant la vallée de la Boulzane. À l'intérieur du donjon, l'appareillage est un appareillage assez complexe, extrêmement solide, et tout cela, bien sûr, est percé à nouveau d'archères qui permettent, je vous ai choisi une archère qui est proche de l'angle d'un mur pour permettre de protéger le château sous tous les angles. Partons maintenant à Puyvert. Puyvert, là aussi, nous sommes dans un château qui est assez bien conservé puisque reconstruit. Les premières mentions du château remontent à 1152. Dans ce château, on recevait les grands de ce monde. Nous sommes ici, vous le voyez, entre Puylaurens et Montségur. Certains textes nous rappellent qu'Aliénor d'Aquitaine est passé au château de Puyvert. Et en 1210, le château
va être assiégé, il va se rendre très très vite, en 3 jours, l'affaire est pliée, et dès 1210, Puy-Vert devient une possession du royaume de France. Le château actuel date du XIVe siècle. Il y a un plan rectangulaire et puis au centre, le donjon. La partie la plus célèbre du château de Puy-Vert, c'est une salle que vous avez au 4e niveau du donjon. On l'appelle désormais la salle des musiciens. Les culots des croisées d'ogives sont sculptés avec des personnages. Ici, des anges, mais surtout, dans cette salle, vous avez toute une série de musiciens qui jouent différents instruments, cornemuse, flûte, tambourin, ici un petit orgue portatif, d'autres jouent du tambourin. Tous ces musiciens sont là pour accompagner la vie des châtelains. C'est dans ce château, certains d'entre vous qui s'intéressent au cinéma s'en souviennent peut-être, c'est dans ce château que l'on a tourné La Passion Béatrice de Bertrand Tavernier en 1987. Cela permet de nous rappeler que les châteaux ont continué à être habités et parfois de façon fort agréable. Ici, sur la clé de voûte à Puy-Vert, vous avez le couronnement de la Vierge. Ce que nous appelons les châteaux cathares, il faut aussi revenir sur ce terme. Cathare, il y a encore beaucoup de gens, partons donc à Peyreperthuse, que vous avez vu tout à l'heure, il y a encore beaucoup de gens qui sont persuadés et qui colportent que l'étymologie de cathare viendrait du grec katharos, qui signifierait pur. C'est tout à fait faux. Pendant très longtemps, on a essayé de rapprocher le catharisme des religions orientales parce que c'est un dualisme, parce que c'est une religion basée sur le bien et le mal. Mais en fait, le catharisme est un réveil évangélique qui n'a rien à voir avec les religions orientales. La première personne à utiliser un mot qui va donner le mot cathare, c'est un moine allemand, Egbert de Schonau. Dans les années 1160, il parle de ces hérétiques et il dit que ce sont des gens qui adorent le chat, Kater. Le chat, c'est le diable. Et c'est de là que vient le terme de cathare. On les appelle sous des noms différents selon les régions. Alors ici, nous sommes en bas de Peyreperthuse et vous allez me dire, mais où est ce château? Alors regardons la carte. Vous le voyez ici, tout près d'Arques, par lequel nous avons commencé. Et si nous regardons l'éperon, je vous l'indique par une petite flèche parce qu'au milieu de ces falaises de pierre, c'est pas toujours évident de loin de le trouver. Peyreperthuse, c'est la pierre percée, Peyreperthusa. La crête sur laquelle nous sommes est à 800 mètres d'altitude, au-dessus du village de Roufiac-des-Corbières où nous étions tout à l'heure. Position stratégique s'il en est. De là, on voit toutes les vallées qui entourent le château et on peut communiquer avec Kérébus, que je vous montrerai tout à l'heure. Le château est aussi vertigineux par sa taille. 300 mètres de long, 60 mètres de large dans sa plus grande largeur. La plus longue courtine que vous avez vue tout à l'heure, elle fait 120 mètres de long. On la voit ici sur la gauche, elle est jalonnée par 2 tours circulaires. Ensuite, à partir de ce premier château, on voit que l'éperon continue à monter. Il y a une deuxième et impressionnante falaise qui est 30 à 40 mètres plus haut. Et il y a un autre château qui est posé dessus. En fait, Peyreperthuse est aussi ce qu'on appelle un des fils de Carcassonne. Et en superficie, les 2 châteaux sont aussi vastes que Carcassonne. Petite particularité aussi, à Peyreperthuse, le site est occupé depuis l'époque romaine. C'est un des rares sites qui sont occupés
depuis si longtemps. C'est le fief de Guillaume de Pérepertuse qui fait partie des premiers excommuniés. Il est excommunié dès 1224. Il finira par se soumettre et le château deviendra château royal. Alors on a la première partie sur la gauche, vous avez compris, ce long mur, ces tours semi-circulaires que vous avez vus. Et puis sur la droite, on a un autre château. Le rocher de droite s'appelle le Roc San Jordi. Et c'est sur ce promontoire qu'a été construit, à partir de 1242 seulement, un château sur l'ordre de Saint-Louis. Et pour accéder à cette partie-là, il y a un autre escalier, l'escalier dit aussi de Saint-Louis, qui est assez vertigineux et qui permet d'accéder à cette partie-là du château. Il y avait, en dehors de la pandémie, il y avait à Pérepertuse chaque année plus de 100 000 visiteurs. C'est un des châteaux les plus impressionnants. C'est un des châteaux aussi les mieux conservés. C'est peut-être une des ascensions les plus difficiles. Alors, il ne faut pas avoir peur non plus. Vue d'avion, c'est assez vertigineux, mais à l'heure actuelle, tous ces sites ont des escaliers ou des rampes qui sont accessibles. Il faut certes marcher un peu, mais il n'est nul besoin d'être un alpiniste chevronné pour arriver jusque-là. Il suffit simplement d'être intéressé par cette histoire et de pouvoir marcher. On voit ici de nouveau ces tours ouvertes à la gorge qui permettent de éventuellement tirer sur un ennemi. Les appareillages se font en général par contre-poussée, en formant ces sortes de voûtes cintrées qui peuvent éventuellement être soutenues par des doubleaux. Dans le donjon, il y a une église. Ça nous rappelle bien sûr que tout cela ne date pas des cathares. Les cathares n'ont pas d'église. Et ici, vous avez les vestiges de l'abside en cul-de-four de l'église Sainte-Marie. Pérepertuse était alimenté par 4 citernes qui lui ont permis de survivre pendant un certain temps. Pérepertuse est lié au château de Quéribus. Quéribus, le voici. Nous sommes à 728 mètres d'altitude. Nous dominons le petit village au nom mignon de Cucugnan, pas celui de Provence, celui du sud-ouest. Quéribus veut dire rocher des buis. Alors là aussi, de loin, il faut s'habituer les yeux et il faut chercher le château. Il est bien évidemment ici. On se rend compte vraiment, quand on est dans ces vues aériennes, on se rend compte vraiment de la position de frontière. Le château de Quéribus remonte au Xe siècle. Il va faire partie au XIIe siècle des territoires du comte de Barcelone. Toujours cette idée de frontière. En 1162, lorsque le royaume d'Aragon va se former, Quéribus est une des principales forteresses barcelonaises au nord des Pyrénées. Et après l'annexion du comté du Roussillon, en 1172, le rôle de Quéribus va diminuer. Ça ne reviendra véritablement une forteresse que pendant la crise du catharisme. Il y a 3 enceintes au-dessus de cette falaise. On y accède, vous le voyez, je vous disais, il ne faut pas toujours se dire que c'est impressionnant et impossible. On y accède, vous le voyez, par un escalier. La plupart des châteaux, maintenant, ont des escaliers pour faciliter la venue de ceux qui souhaitent les connaître. À l'intérieur, quand les châteaux n'ont plus été des forteresses, on a percé de grandes ouvertures et à certains moments de leur histoire, ces châteaux ont permis à des familles d'y vivre dans une relative sécurité. On voit bien sûr que le paysage s'étend au loin et que l'on peut surveiller tout ce qui tente d'approcher. La vue sur les Pyrénées est absolument
évidente aussi. On voit véritablement tous les contreforts jusqu'à la chaîne de montagnes. Je crois que pour la plupart d'entre vous, le château le plus célèbre, c'est Montségur. Montségur, dans l'état actuel de sa conservation, a été construit en 1206 sur les ruines d'un château plus ancien. Nous sommes ici avec la famille de Raymond de Péreille. Ce château de Montségur, de loin, là aussi, il faut aller le chercher sur le POG. Raymond de Péreille qui fait construire le château ici, vous le devinez? Raymond de Péreille est un des descendants des seigneurs de Mirepoix. Vous voyez qu'avec Montségur, on s'est rapproché un peu de Foix. Raymond de Péreille va appartenir à ce que l'on appelle les fédis, c'est-à-dire les chevaliers, les seigneurs languedociens qui se sont retrouvés complètement dépossédés de leurs terres après la croisade. On voit très bien ici qu'on domine le pays, ce que l'on appelle le pays d'Olme. Montségur est posé ici à 1207 mètres d'altitude. On parle ici de Pog, de Puech, une éminence. On pourrait presque dire, dans des vues comme celle-là, je pense que c'est assez évident, c'est presque un pain de sucre. Et c'est sur ce pain de sucre que l'on va monter le château. Avant d'arriver à ce pain de sucre, 1207 mètres d'altitude, je vous le rappelle, il y a à 800 mètres d'altitude une tour de guet qui surplombe une falaise. Cette tour de guet était défendue par une barbacane. Et donc, avant même d'arriver au château, comme ici, en théorie, on a déjà passé la tour de guet et la barbacane, et il faut encore arriver jusqu'au château. Montségur est de tous ces châteaux peut-être celui qui a abrité la communauté la plus importante. En 1215, le concile de Latran fait de cette forteresse un refuge d'hérétiques. En 1229, dans le traité de Paris qui met fin à la croisade, on parle du château de Montségur et on dit que c'est un abri pour les cathares. Depuis de nombreuses années, c'est un site que l'on fouille encore et qui a permis de mieux le connaître. Le château que vous voyez ici en turquoise regroupe une dizaine de soldats avec une très imposante citerne que l'on voit sur la gauche. Les gens ne vivaient pas dans le château. Les communautés cathares qui se sont réfugiées ici entre la fin de la croisade et le bûcher de 1244, elles sont sur le promontoire, ici, là. La population ne vit pas dans le château. Si vous regardez le château, le plan du château de Montségur, on a effectivement une citerne, un donjon qui est vraiment la pointe du château et le reste est voué à une garnison militaire. Ici, vous avez une maquette qui vous présente une restitution des parties basses du château avec l'ampleur, la profondeur, la largeur des murs. Les 200 à 300 personnes qui s'étaient réfugiées là-bas vont être rattrapées par l'histoire. En 1242, quelques inquisiteurs sont massacrés à Avignonnet. Le sénéchal de Carcassonne, l'archevêque de Narbonne, Pierre Amiel, décide d'assiéger la forteresse. L'ordre leur en a été donné, bien sûr, par Saint-Louis et Blanche de Castille. En mai 1243, 6000 hommes, le chiffre est hallucinant, 6000 hommes vont assiéger la forteresse. Voici le donjon qui va vous permettre, par l'intermédiaire de cette maquette, d'imaginer les autres donjons. Je vous ai fait remarquer à l'assaut des trous de boulins, des ours en bois. Et ici, on les voit très très bien dans cette restitution de ce que pouvait être le donjon. Le château va résister pendant plusieurs mois, de mai 1243 à Noël 1243. Ensuite,
On va envoyer des soldats qui sont presque des alpinistes et qui vont réussir à prendre la tour de Gué à 800 mètres. À partir de ce point, ils vont monter un trébuchet et le trébuchet va pilonner le château qui finira par se rendre. Là aussi, on propose à ceux qui le souhaitent de rentrer dans le giron de l'Église catholique. 220 personnes vont refuser et seront brûlées le 16 mars 1244. Sur ces 220 personnes, nous avons pu en identifier 64. Ici, vous avez quelque chose qui va vous apparaître moins spectaculaire, mais qui, quand on fait de l'archéologie, est probablement la partie la plus intéressante du Montségur. Ce sont les terrasses du village que je vous ai montré sur le plan, qui est en dessous du château. Et c'est là que vivaient les gens entre la tour de Gué et la Barbacane et le château. Sur ces 220 suppliciés, il y avait bien sûr de nombreuses femmes et 2 jours plus tard, le 18 mars 1244, on va arrêter Philippa de Mirepoix. C'est une des 19 survivantes du siège. Elle est convoquée devant l'inquisiteur. 2 jours plus tôt, elle a vu brûler vive sa grand-mère, Marquesia, sa mère, Corba, et sa sœur, Esclarmonde. Elle va nous livrer un témoignage bouleversant sur les liens qui les lient aux femmes de sa famille et sur le rôle de sa grand-mère dans son développement religieux. Partons maintenant pour Termes. Nous sommes à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Carcassonne, dans un paysage qui est là peut-être un peu plus verdoyant. Le château de Termes a donné son nom à la région de Termenès, que nous allons retrouver à Villerouge, Termenès. Le château de Termes, qui est très proche de Carcassonne, comme vous le voyez sur la carte, est lié à la vicomté de Carcassonne. Raymond de Termes est un des vassaux les plus importants des Trencavel. Simon de Montfort va s'emparer aussi du site en 1210. Il y avait autour de Termes 2 enceintes concentriques et ensuite vous avez le château sur le haut du promontoire. On distingue encore l'arc de cercle de ces enceintes en contrebas du château. À l'heure actuelle, il n'y a plus que des pans de murs effondrés. Le château a été vraisemblablement démantelé en partie à la poudre au XVIIe siècle. Là aussi, le travail des archéologues ces dernières années sont là pour rendre forme, au pluriel, aux vestiges qui subsistent encore. Dans cette présentation, on ne peut pas évoquer le catharisme sans parler de Villerouge-Termenès parce que c'est là que la plupart des choses vont se terminer. Le château et le village de Villerouge-Termenès appartiennent aux archevêques de Narbonne. Plusieurs étapes de construction, toujours entre le XIIe et le XIVe siècle, et nous sommes ici à côté de Termes et nous nous rapprochons de Narbonne puisque c'est le territoire des archevêques de Narbonne. Villerouge-Termenès est devenu très célèbre parce que le dernier représentant de l'Église cathare, ce que nous appelons sous une mauvaise formule les parfaits, et que eux appelaient les bons hommes, entre eux ils s'appellent les bons hommes et les bonnes femmes, le dernier bonhomme, Guillaume Bélibast, a été brûlé vif le 24 août 1321 dans ce village. Il a fallu 100 ans d'inquisition entre la fin de la croisade, 1229, et ce dernier bûcher masculin en 1321 pour arriver à bout de ce christianisme. On parle souvent de Bélibast, mais ce n'est pas le tout dernier, c'est le tout dernier des hommes. Mais la dernière croyante, la dernière bonne femme sera brûlée en 1325. Elle s'appelait Guilhelme Tournier.
nous avons très peu de textes liés au catharisme. Quelques traités assez succincts, anonymes, les choses que nous pouvons définir par rapport à cette religion, on les a définies avec les textes de l'Inquisition en fonction des réponses qui ont été faites au moment des procès de l'Inquisition. Dans un de ces rares traités, traduit par le grand historien René Nelly, il est écrit ceci. Si de ce bas monde, dont nous savons que le prince est inique, était le royaume du Christ et de Dieu, jamais il ne serait voué à une telle corruption. Nous croyons que ce monde est le royaume dont le Christ a dit par l'évangile de Jean, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Nous pouvons nous éloigner de ces châteaux avec cette vue extraordinaire. Nous sommes à Montségur. Vous avez du haut du Pog une vue sur le pays de Sceaux et le pêche de Bugarache. C'est un des paysages les plus somptueux des Pyrénées. Je vous remercie de votre attention. Je vais réouvrir la petite fenêtre du chat et éventuellement répondre à vos questions. Alors, il y a d'abord beaucoup de gens qui me disent bonjour. Je vous réponds aussi. Bonjour à tous. Merci d'avoir suivi effectivement cette présentation. Alors effectivement, il y en a qui parlent du vent. Oui, il y a parfois au niveau des châteaux cathares beaucoup de vent. C'est aussi un des charmes de ces sites-là. Alors je ne sais pas s'il y a des questions, j'avance un peu avec vous. Apparemment non. Et il y a quelques personnes qui me connaissent. Bonjour, Madame Durand. Bien, je crois que je ne vois pas de questions supplémentaires. Je vois que certains d'entre vous sont allés à Montségur. Alors, on pourrait peut-être essayer de reparler ensemble des cathares. Je vous ai dit que ce terme était un terme abusif, ce qui fausse parfois la vision que nous pouvons avoir de cette religion, c'est que le nom a changé en fonction des régions. Par exemple, dans le nord de la France, on les appelle les bougres. Dans les Flandres, on les appelle les pifles. En Italie, on les appelle les patarins. Dans le sud-ouest, dont nous avons parlé beaucoup aujourd'hui, il n'était pas question des cathares, mais des tisseires, parce que la plupart font révérence à Saint Paul et sont des tisserands. Donc quand vous avez des noms différents pour qualifier la même chose, l'histoire a parfois un peu de mal à reconnaître l'unité. Mais je vous l'ai dit, c'est un réveil évangélique, qui est européen. C'est la croisade qui a mis l'accent sur le catharisme du sud-ouest de la France, mais le premier bûcher cathare, il a eu lieu dans la Belgique actuelle, à Liège, en 1144, c'est-à-dire bien avant que la répression ne commence dans le sud-ouest de la France. Donc toutes ces choses, on parle, voilà, je vois Madame Delage qui parle du recueil des eaux de pluie, bien sûr, l'eau n'est pas acheminée vers les châteaux. Je vous ai parlé de citernes. Donc, on récolte les eaux de pluie. Et c'est pour ça, comme je vous l'ai expliqué, que beaucoup de châteaux vont se rendre en été, parce que s'il n'y a pas d'orage et s'il ne pleut pas, eh bien, on est obligé, à un moment donné, de se rendre. Alors, j'essaye de continuer à voir, voilà, qui étaient les cathares. J'ai brièvement répondu à tout cela. Vous avez sur l'écran les prochaines conférences. Berlin, avec mon collègue Guillaume Lebotte, Washington, avec Guillaume aussi, et peut-être que j'aurai le plaisir de vous retrouver demain
pour Stockholm. Alors je vois que dans les questions, quelqu'un dit « Je n'ai pas vu Montségur dans le programme du circuit d'intermède ». Je pense que Montségur est dans le programme du circuit d'intermède aussi. Nous allons vous confirmer tout cela. Alors je continue éventuellement à descendre. Alors le château de Cuisa fait partie aussi de la même époque et de la même région. Alors vous conseillez des ouvrages à lire pour compléter. Je l'ai dit au début, Anne Brenon, Le vrai visage du catharisme. C'est Anne Brenon aussi qui a fait une collection, dans la collection vous connaissez bien, les petites découvertes Gallimard. Donc là, si vous voulez quelque chose de facile à promener dans le sac, à lire dans le train, qui ne coûte pas trop cher, donc Anne Brenon dans les découvertes Gallimard. Après, si vous êtes vraiment passionné, vous pouvez vous plonger dans les 5 tomes de l'épopée cathare, mais chaque tome fait plus de 1000 pages, donc il faut vraiment, vraiment être passionné. Alors, Madame Poulain me demande comment les châteaux ont été édifiés. Eh bien, on prend la pierre qui est sur place et on va maçonner cette pierre. Et ensuite, dans les parties supérieures, ce sont des architectures de bois. Alors, qui étaient les cathares? Là, j'ai répondu un petit peu. C'est un vaste débat. On pourrait parler des cathares pendant plusieurs heures. Donc, je vous invite éventuellement à vous inscrire au circuit où à ce moment-là, on a 5 ou 6 jours pour évoquer tout ça et pour en débattre. Alors, un point commun avec les Vaudois, oui et non. Ce sont des hérétiques, comme les Vaudois, mais les cathares veulent réinterpréter le christianisme. Les Vaudois n'ont jamais voulu quitter le giron de l'Église catholique. Ils voulaient réinterpréter tout cela, mais sans quitter le giron de l'Église catholique. Les cathares ne reconnaissent évidemment pas l'Église catholique. Alors les bogomiles, c'est l'appellation de ce réveil évangélique dans la zone qui correspond à la Bulgarie à l'heure actuelle. Donc pendant très longtemps, on a cru que le catharisme dans notre région était en fait un développement géographique des bogomiles bulgares, pas du tout. C'est vraiment un réveil évangélique de la partie ouest de l'Europe. Et les bogomiles, ça correspond effectivement à cette même idée. Alors, en quoi ce réveil évangélique dérangeait-il? Eh bien, parce que la société est dominée par l'Église catholique et donc les cathares sont détachés du monde matériel. Ils pensent que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui a été créé par Satan, qu'un Dieu qui est forcément bon n'a pas pu créer un monde où le mal se manifeste de manière aussi virulente. L'Église catholique, elle est parfaitement intégrée au monde et donc les cathares menacent pour eux l'équilibre de la société. Alors, les hérésies, certains d'entre vous parlent des Hussites, je vois qu'il y en a qui sont allés à Prague. Ceux d'entre vous qui font le lien avec les Hussites, c'est toujours la même chose. Les Hussites, ça correspond à une crise de l'Église catholique pendant ces périodes-là, où on va essayer de trouver une autre réponse au texte religieux. Y a-t-il des châteaux habités? Oui, habités en général par des soldats, par une garnison. En général, les villages sont autour. À Lastours aussi, le village est en dessous des châteaux. Alors, je vois que Madame Castel parle éventuellement d'une église cathare constituée. À l'heure actuelle, on n'a pas de sources qui nous permettent véritablement de confirmer tout cela. Il y a bien sûr des liens, il y a une hiérarchie, mais ce n'est pas nécessairement une église au sens strict du terme. C'est un terme qui est difficile à réinvestir dans tout ça.
Alors pourquoi les Cathares se sont réfugiés dans le sud-ouest? Ça, j'ai répondu, il n'y a pas des Cathares que dans le sud-ouest. On parle de ceux du sud-ouest à cause de la croisade. Mais la croisade, qui va de 1209 à 1229, elle a des buts politiques et financiers et des prétextes religieux, ce qui est la définition d'une croisade, quelle que soit l'époque. Alors, Madame Schaeffer me dit l'origine du mot cathare m'étonne. Bon, j'ai déjà répondu à cela aussi. Alors, ce sont mes propres photos, pas toutes, hein, les photos aériennes, ce n'est pas moi. Il y a quelques photos qui sont de moi, mais je ne conduis pas encore ni d'avion ni de drone. Voilà, donc les photos aériennes ne sont pas les miennes. Oui, Madame de Meullard, elle rappelle que ça a été une bonne occasion pour le roi de France d'annexer le comté de Toulouse, qui à cette époque-là est plus riche et plus grand que ce que l'on appelait la France à l'époque. Une relation avec les Templiers, non, sauf dans la littérature ésotérique, ce que j'appelle la littérature un peu maniaco-dépressive autour de tout cela. Voilà, là je crois que j'ai listé effectivement toutes vos réactions. Beaucoup de merci. Merci à vous et merci de votre participation et de vos réactions. Peut-être à demain et sinon à une autre fois. Merci beaucoup et je termine cette présentation.